Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en tête-à-tête avec un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Marine Balançard, directrice générale du cabinet de conseil et de formation Ariséal. Experte en intelligence décisionnelle, Marine accompagne les organisations dans l'exercice difficile de mieux décider. Son parcours, 18 ans passés en salle des marchés où elle a affûté sa capacité à prendre des décisions rapides, complexes, souvent sous tension. Mon invité est aussi co-auteur de 2 ouvrages, dont un consacré au super pouvoir des personnes dyslexiques en entreprise. C'est aux éditions Erol. Comment développe-t-on une culture du discernement en entreprise? Et surtout, peut-on vraiment apprendre à décider? Marine Balançard nous raconte. Bonjour Marine. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente. Marine, pour commencer, vous avez passé 18 ans, je le disais, en salle des marchés. Qu'est-ce que ce parcours vous a appris sur vous-même, en tant que décideuse notamment ? Bien, la particularité des salles de marché, c'est qu'on apprend très jeune à décider. Et pourquoi est-ce qu'on apprend très jeune à décider? C'est parce qu'on a des responsabilités dès le départ. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu très vite affaire à des clients. J'ai eu des transactions à faire avec des clients. Et la particularité des salles de marché, c'est que lorsqu'on prend une mauvaise décision ou une bonne décision, on a le résultat tout de suite. Oui. C'est-à-dire, si on se trompe, le résultat est immédiat. Et dans l'apprentissage de la décision, eh bien, le temps de réaction et le temps de retour de la décision est très important. C'est-à-dire que, par exemple, un médecin endocrinologue, quand il prescrit une molécule, il a un retour qui est très long. Donc, en fait, il a un temps d'apprentissage qui est plus long et donc son travail de décision va être plus livresque. En salle des marchés, on a vraiment un retour sur décision extrêmement rapide. Et donc, soit on apprend très vite comment orienter ses décisions et comment non seulement nous décider, mais faire décider avec un résultat qu'on souhaite, soit on ne reste pas en salle des marchés. Donc c'est vraiment une très bonne école. Et quel a été le moment de bascule où vous vous êtes dit maintenant je veux transmettre cette expertise aux autres? Alors j'ai travaillé 18 ans en salle des marchés, donc j'ai eu le temps de voir énormément de décisions très réussies. Collectives comme individuelles, et j'ai eu le temps de voir aussi des très grosses crises. Et donc j'ai vu de très près l'affaire Kerviel, qui est donc une sorte de non-décision, de crise qui a eu lieu parce que des décisions n'ont pas été prises, parce qu'on n'a pas vu l'éléphant au milieu de la pièce. Et là, on peut dire à quel point vous étiez spectatrice de ce qui s'est passé. Vous travailliez à l'époque pour la Société Générale. Voilà, et j'étais en salle de marché, j'étais opérateur comme beaucoup d'opérateurs, et donc ce qui est très étonnant à ce moment-là, c'est que la Société Générale était connue pour son excellent suivi des risques, et donc convaincu et conscient de la valeur de notre suivi des risques à l'époque, on n'a pas vu arriver ce qui n'était pas pensable. Tout simplement, ce n'était pas possible de penser ce qui allait arriver parce que on était trop bien équipés et trop certains peut-être de la robustesse de notre système. Et en fait, quand on pense qu'on est très robuste, quand on a pris toutes les décisions pour que cela n'arrive pas, et bien lorsque l'impensable arrive, on n'arrive pas à le penser, et donc on n'a pas de réaction, on ne peut pas réagir à temps. Voilà. Et ça, vous diriez que ça a été un événement déterminant dans votre cheminement? Oui, il y a eu celui-ci, il y a eu aussi la crise des subprimes. Alors là, c'est plus un ensemble d'intervenants de marché qui ont collectivement adhéré au fait que des créances pas totalement, certainement pas notées AAA, étaient notées AAA, et on a validé ce dispositif, on l'a vendu à des clients, et en fait, je parle de l'industrie bancaire dans son ensemble. Il y avait certainement des gens mal intentionnés, mais il y avait beaucoup de gens qui ont adhéré et qui ont cru. Donc on voit bien que malgré toute notre rationalité et nos capacités d'analyse, on est capable
collectivement et avec toutes les intelligences réunies de faire d'énormes erreurs d'appréciation et donc de prendre des décisions qui mettent en péril simplement le système, hein, parce que c'était une crise systémique, on aurait pu faire péricliter le système bancaire mondial dans son ensemble. Et cette réflexion, vous la faites tout de suite, vous en prenez la mesure instantanément ou c'est plutôt rétrospectivement, une fois sorti de tout ça? Non, c'est au fur et à mesure et je trouve que la salle des marchés, la banque dans son ensemble est un bon laboratoire parce que on travaille sur le risque, donc on modélise le risque. On connaît la part d'incertitude, on essaie de ne pas l'oublier, c'est-à-dire les fameux signes noirs, c'est ces choses qui ne devraient pas arriver, qui ont très peu de chances d'arriver, qui sont des crises énormes. Donc on modélise les risques, on travaille dans l'incertitude malgré tout, et il y a beaucoup de compétences réunies et on est très aidé quand on travaille en salle des marchés. Il y a beaucoup de back-office, de middle-office, de juristes. On est vraiment soutenu. Donc, il n'y a pas de raison de prendre des décisions peu réussies. Il n'y a aucune raison. Et pourtant, ça existe. Donc, il y a quelque chose dans la prise de décision qui va bien au-delà de la simple intelligence. Bien sûr. Et ce n'est pas parce que je comprends et que je suis très rationnelle que je vais prendre des décisions réussies. Et il y a bien autre vous dites chose. Que décider, ça se travaille. Et par quoi est-ce qu'on peut commencer, pour ceux qui nous regardent, quand on veut progresser? Eh bien, alors pour un Français, c'est assez difficile parce que nous, on est façonné par Descartes. La raison prime, la rationalité doit guider la totalité de nos décisions. Les émotions nous feraient faire des erreurs et nous feraient prendre des décisions non ajustées. Et donc, je dirais, quand on est français, il faut une sorte de prise de distance avec notre culture et rechercher quels sont les 3 piliers de la décision, en fait. Il y a la rationalité, c'est sûr, mais en réalité, les décisions sont prises aussi avec les émotions. Donc, on peut dire avec le cœur. Les émotions, motio, ça veut dire mouvement en latin. Donc, c'est bien ça qui nous met en mouvement. Si on n'aime rien, si on a peur de rien, si on n'est jamais en colère, en fait, on ne se met jamais en mouvement et on ne décide plus. Donc, il y a la rationalité, les émotions et puis, bien sûr, le corps. Le corps est un des piliers de la prise de décision, c'est-à-dire que en fait, quand le corps donne énormément d'informations et il perçoit énormément d'informations de façon inconsciente dans votre environnement. Et ça, en salle des marchés, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que vous percevez avec votre corps les mouvements de marché, les incidents, vous le savez dans votre corps. Parce que les bruits ne sont pas les mêmes, les voix ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de télétravail en salle des marchés. C'est-à-dire que pour prendre des décisions réussies, il faut sentir, mais vraiment avec ses 5 sens, avec l'ouïe, avec la vue. Il faut sentir l'atmosphère pour pouvoir prendre des décisions ajustées au contexte. Une juste décision, c'est voilà, la combinaison donc, de ces 3 piliers. Exactement, donc c'est corps, émotion, raison, ou on pourrait dire corps, cœur et esprit. Voilà, et c'est la globalité et c'est l'interaction de ces 3 piliers de la décision qui fait que vous allez vous engager pleinement et de façon alignée et pertinemment dans une décision. Voilà. Quels sont les biais cognitifs les plus répandus chez les managers? Là, en France, vous parliez on serait trop raisonnable? La rationalité, c'est très important. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais en réalité, ce qu'on sait très bien faire en France, c'est d'expliquer a posteriori et extrêmement rationnellement nos décisions. Et c'est ce qu'on nous demande de faire en entreprise, évidemment. Donc, on est capable d'argumenter, de dire j'ai pris cette décision pour telle raison et ça, et rationnellement, on va pouvoir l'expliquer. Mais la réalité de la prise de décision, de la mise en mouvement, est bien plus complexe. Voilà. Et ça, il faut le garder bien en tête. Et donc, le travail, la prise de recul sur la décision, c'est une prise de recul sur soi-même aussi. C'est être capable de regarder la façon
dont on prend des décisions et de faire un travail presque de méta-analyse de ses propres prises de décision. Et sur la dimension collective d'une prise de décision, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où une décision prise à plusieurs s'est révélée plus compliquée que prévu? La décision collective peut conduire effectivement à des erreurs qui sont parfois bien plus importantes qu'une décision prise par un individu. Vous direz que c'est plus souvent le cas ou... Je dirais que si on n'est pas sensible et préparé, et vous parliez de biais cognitifs, à tous les biais qui se glissent dans la prise de décision, et notamment dans le collectif, donc ça peut être le conformisme, ça peut être le biais de normalisation ou la pensée de groupe, on peut tomber dans des décisions collectives qu'on va mettre en œuvre, mais que individuellement personne n'aurait validé. C'est-à-dire que collectivement, on est capable de faire des choses. Si on sort les individus un par un du groupe, ils vont vous dire « moi, j'étais pas d'accord ». Voilà. Et donc ça, c'est un gros biais et un gros piège du collectif, c'est-à-dire que nous sommes des êtres très sociaux, et en fait, à un moment donné, sous l'effet du stress, sous l'effet du... Par exemple, quand on a l'impression que la morale est de notre côté, on va être, ou qu'on est très engagé dans la décision, eh bien, on va être capable de prendre des décisions inajustées, beaucoup trop risquées. Et souvent en formation, on parle de la décision de Kennedy sur la baie des cochons, en fait, qui a été typique et théorisée comme l'exemple de l'effet de groupe, où finalement, sous l'effet du stress, de la volonté de se défendre moralement contre le communisme et de protéger les États-Unis, eh bien, on prend une décision extrêmement risquée et qui conduit à un échec majeur et qui met même presque en péril la présidence de Kennedy, parce que c'était une de ses toutes premières décisions. Donc le groupe, en fait, l'intelligence collective doit être animée, surveillée. Il faut être bien conscient de tous les biais qui se glissent dès qu'il y a trois personnes. Le conformisme, c'est-à-dire de penser, de dire la même chose. C'est ça le piège majeur. Pour la décision collective, oui, je dirais que c'est Et vous, il conformisme. vous est déjà arrivé de regretter une décision prise collectivement auparavant? Bah, bien sûr, et la façon de s'en défendre, qui est très naïve, c'est de dire la décision a été prise, j'y étais, mais je n'ai qu'un dixième de la responsabilité si on était 10. Mais en réalité, on a bien 100% de la responsabilité de la décision. C'est-à-dire quand, par exemple, un collège de juges, de 3 juges, prend une décision au nom du peuple français, eh bien, ils ne peuvent pas dire la décision a été prise, mais en fait, j'étais pas d'accord. Non, on est vraiment responsable de la prise de décision. Et comment on se rend responsable? Ben, en fait, il faut pouvoir parler dans le groupe, dire tout ce qu'on a besoin de dire, tout ce qu'il y a à dire. Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que le risque social de dire des choses dans un groupe est quand même relativement important. Et donc, parfois, on préfère se taire, ne pas dire ce qu'on pense qui va fâcher. Et c'est là que les décisions commencent à devenir complètement biaisées ou bancales. Et ça, c'est vraiment le poids du groupe. Et ça arrive même quand le manager, le leader, le chef n'est pas là. C'est-à-dire, on est capable de s'auto-censurer sur des choses très importantes. Et on peut même inconsciemment s'auto-censurer. Voilà. Que répondez-vous à un manager qui pense que décider, c'est juste une question de bon sens finalement? C'est pas faux. La décision, c'est aussi beaucoup de bon sens. Ça veut dire que, en fait, le bon sens, il peut être utilisé quand on n'a pas toutes les informations. Parfois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas toutes les informations. Pourquoi? Parce que le monde change, parce que la législation change, parce que on ne sait pas comment va réagir les tierces personnes. Et donc, le bon sens, c'est-à-dire un peu ce qui va de soi ou ce qui a toujours été fait, peut être un guide tout à fait pour la prise de décision. Et puis, je dirais que le pire dans la prise de décision, c'est de ne pas en prendre. Et l'avantage d'une décision prise avec du bon sens, c'est que c'est facilement compréhensible
par les parties concernées. Voilà. Mmh. Et donc, une décision qui n'est pas comprise, c'est une décision qui ne sera jamais mise en place ou qui sera contestée, où les gens vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas la mettre en place. L'avantage du bon sens, c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est un bon indicateur, effectivement. Et voilà, il faut bien l'expliquer. Il faut toujours bien expliquer une prise de décision. Et en tant que consultante, vous accompagnez donc des dirigeants dans des moments critiques. Comment est-ce que vous les aidez à garder une vision claire dans la tempête? En fait, c'est leur travail. Souvent, les dirigeants sont, je parle des dirigeants, pas forcément des managers, sont souvent d'excellents décideurs. D'abord parce qu'ils ont une vision, et une décision se prend toujours avec une vision, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, et c'est quoi ce que je veux apporter et là où je veux aller. Ensuite, ils sont relativement capables de trancher dans l'incertitude. C'est une des forces des entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils vont lancer des nouveaux produits, lancer des nouvelles idées, et c'est même intrinsèquement ce qu'on leur demande. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les managers ne sont pas forcément choisis pour leur capacité à décider. Un entrepreneur, il sait prendre des décisions en général. Le problème des entrepreneurs, c'est qui est-ce qu'ils écoutent pour gérer la prise de décision et faire avancer le navire. Et donc, très concrètement, dans l'entreprise, c'est est-ce qu'un entrepreneur est capable de mettre en place une gouvernance adaptée, c'est-à-dire, lui, il va donner la direction et impulser les décisions, et est-ce qu'il a un espèce de cercle de réflexion, un conseil d'administration, est-ce qu'il va écouter ses COMEX, est-ce qu'il va mettre en place quelque chose qui va pouvoir être utilisé comme des cordes de rappel pour permettre aux décisions d'avoir le succès escompté. Et donc les entrepreneurs, très souvent, ils ont cette impulsion, cette capacité à décider. Voilà. Et c'est plus le cadre à mettre autour qu'est à travailler avec eux. Et est-ce qu'on peut définir un bon processus de prise de décision au sein d'une équipe? Est-ce qu'il y aurait une méthode, quoi? S'il y avait une méthodologie, je serais très très riche. En fait, la prise de décision, il y a un travail énorme qui est la collecte d'informations avant la prise de décision. Et là, déjà, on voit toute l'ampleur du travail. C'est-à-dire maintenant, on a beaucoup de données, beaucoup de data. Donc la tentation, c'est de réunir le maximum d'informations, et ça peut aller à l'infini, puisqu'en fait, on n'a jamais fini, jamais terminé de réunir les informations. Et puis, quand on collecte l'information, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne vont pas oser nous dire des choses qui risquent de nous déplaire. Donc, les informations qu'on va avoir peuvent arriver complètement biaisées. Ça peut arriver par le service marketing, par des canaux très organisés qui vont nous faire rater l'essentiel de l'information. Et donc, c'est important dans cette collecte d'informations, nous-mêmes en tant que décideurs, d'aller sur le terrain, d'aller tester des clients, d'appeler des clients, ça se fait, ou d'aller sur le terrain, d'aller voir, je ne sais pas, là où vous vendez vos produits, pour être sûr d'avoir avec votre corps un autre type d'information. Donc, bien diversifier les sources. Il faut à un moment accepter de ne pas avoir toutes les informations. Ça n'empêche pas que la décision soit réussie. Voilà, donc il faut suffisamment modéliser la réalité pour que ce soit simple et que ça nous permette de prendre des décisions. Il ne faut pas que ce soit parfait. Il faut que ce soit représentatif. Il y a la pression de la bonne décision aussi. Voilà, mais la bonne décision, en fait, ça n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de décisions qui vont amener au résultat attendu. Beaucoup de décisions différentes. En fait, vous pouvez prendre différents types de décisions qui vont vous permettre de réussir et d'arriver là où vous avez envie d'aller. Il n'y a pas qu'un chemin. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes informations, d'être en forme quand on prend sa décision, parce que le moment le plus coûteux pour un décideur, c'est le moment où il va décider. C'est pas du tout la collecte d'informations et cette partie discernement. Le plus coûteux émotionnellement, physiquement et en consommation d'énergie, c'est le moment où on passe le Rubicon, c'est-à-dire on décide et on y va. Voilà, ça c'est coûteux. Assumer la décision. Voilà. Et donc les grands leaders limitent énormément le nombre de décisions qu'ils prennent par jour, y compris comment je m'habille ou qu'est-ce que je mange au déjeuner et même au dîner. Donc c'est pour ça que Barack Obama
Il n'avait que 2 types de costumes, 2 couleurs de chemise. Il ne voulait pas perdre une seule seconde à Parce que c'est décider, énergivore. parce que c'est énergivore. Et de même, il ne voulait jamais entendre parler de il ne voulait même pas choisir ce qu'il allait avoir comme repas. Donc tout était préparé pour lui. Il voulait se libérer beaucoup de place, mais beaucoup de décideurs le font en fait, se réservent un nombre de décisions limité dans la journée. Parce que ça optimise les décisions prises. Mais bien sûr, parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon, dit, moi, après 17 heures, je suis fatigué, je ne prends plus de décision, je reporte, la nuit il porte un conseil en plus, je reporte ma décision au lendemain. Et toutes les décisions difficiles, Jeff Bezos ne les prend que le matin. Les décisions très complexes, il les prend le matin après 17 heures. Ça, il n'y a pas besoin d'être Jeff Bezos pour se l'appliquer. Voilà, la fatigue, en fait, en France, peut-être que, par exemple, dans les négociations avec les syndicats, on négocie jusqu'au bout de la nuit et à la fin, on prend une décision. Mais ce n'est pas une méthode... en fait, on ne peut pas créer il n'y a pas de martingale de la décision. Par contre, on sait ce qui ne marche pas. Donc la fatigue, le fait de penser qu'on va collecter toutes les informations et qu'il y a une décision parfaite qu'on va tirer d'une feuille Excel en ayant modélisé l'information, ça n'existe pas. Il y a toujours pour le décideur, et il doit l'assumer, une part de risque dans l'environnement, une part d'incertitude. Et il y a toujours une incertitude sur l'issue de la décision. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la meilleure décision possible, il y a toujours la possibilité que ça ne marche pas. Et donc, il faut toujours être très vigilant sur l'application de la décision pour pouvoir faire en sorte, non pas de ne pas faire d'erreurs, au contraire, il faut faire des erreurs. Mais gérer l'après. Gérer l'après et pouvoir réagir très vite en cas d'erreur. C'est-à-dire que la petite erreur ne devienne pas une grosse erreur. Et ça, c'est aussi un challenge pour les Français. Parce que quand on prend une décision, qu'on fait une erreur, c'est très difficile de le dire, de l'admettre. On a peur de... Vous voulez dire que c'est une spécificité française ? Un petit peu parce qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a un esprit très entrepreneurial, faire des erreurs est un apprentissage. Et en fait, on fait tous des erreurs et on apprend de nos erreurs dans un cercle vertueux. La plupart du temps, en entreprise, on essaye plutôt de les mettre sous le tapis. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui font... des démarches en disant le droit à l'erreur est possible, donc on va faire un tableau avec les erreurs faites par les uns les autres pour qu'on puisse s'améliorer, mais ça reste encore insuffisant à mon avis pour créer... En fait, il faut créer une vraie culture de l'apprentissage, et l'apprentissage, ça se fait par l'erreur. Voilà, c'est l'erreur qui mène au succès, en fait. Pour aller un peu plus loin sur vos engagements, votre dernier livre met en lumière les compétences des personnes dyslexiques en entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ce sujet ? C'est la rencontre avec une chercheuse anglaise qui a écrit un des articles sur la psychologie des personnes dyslexiques. En fait, c'est un article de recherche qui a été un des plus lus ces dernières années. Cette chercheuse s'appelle Hélène Taylor. Elle a travaillé sur la cognition, c'est-à-dire la façon dont les personnes dyslexiques perçoivent le monde. Et elle a élaboré une théorie qu'elle a donc vérifiée dans sa recherche, qui est que les personnes dyslexiques ont des compétences très étendues en matière d'exploration du monde, de pensée du système, c'est-à-dire ils pensent très bien l'ensemble d'un système. Ils sont très doués pour la nouveauté. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur le quantique, une personne dyslexique sera quelque chose qui n'existe pas, qu'il faut mettre en place. Moins frileuse, peut-être ? Elles ont une vision d'ensemble des systèmes, quand d'autres cognitions plus répandues ont une pensée plus séquentielle et qui va plus dans le détail. Et donc, par exemple, on disait que Disney était dyslexique, donc Walt Disney, il a fait des dessins animés, mais il a pensé le loisir ou l'entertainment aux États-Unis, et il a pensé non seulement ces dessins animés, mais de créer des films qui ont fait rêver des générations, et puis créer Disney World, c'est-à-dire il a cherché un endroit où créer de toutes pièces les décors de ces films pour faire venir des gens, pour qu'ils s'amusent. Et donc là, c'est vraiment la pensée d'une personne dyslexique, c'est-à-dire
il pense un système dans son ensemble. Donc si vous voulez développer une nouvelle branche dans votre entreprise ou développer une entreprise à partir de rien, une personne dyslexique a cette capacité à penser le système. C'est ce qu'Hélène Taylor démontre avec d'énormes capacités de compétences, de créativité, innovation. Et donc, et c'est ça précisément dont les entreprises ont besoin, c'est d'innovation pour rester compétitifs, même au niveau européen. Et pourquoi ça m'a intéressée, c'est parce que le gros problème des personnes dyslexiques, c'est que comme elles ont des difficultés à encoder l'écrit, elles ont plus de mal à progresser, et notamment dans les grandes entreprises, parce qu'elles-mêmes ne se sentent pas toujours légitimes, et parce que depuis toujours, depuis l'enfance, on leur renvoie l'idée que si on fait des fautes d'orthographe ou si on n'écrit pas parfaitement, c'est qu'on n'est pas motivé ou pas sérieux. Voilà. Et donc, je ne vais pas dire qu'il y a péril dans la demeure, mais je me fais l'avocat ou l'allié des personnes dyslexiques. Et les grands dyslexiques, c'est Richard Branson, Steve Jobs. Il y en a beaucoup, en fait. Et je pense qu'ils ont énormément à apporter à ce moment-là, enfin en ce moment en France, en Europe, et qu'on gagnerait à mieux connaître cette Donc ça veut dire diversité. qu'il faudrait revoir les critères classiques d'évaluation des talents au sein d'une Exactement, exactement. D'évaluation des talents et puis aussi les critères d'embauche. C'est-à-dire que Richard Branson, s'il avait envoyé son CV ayant quitté l'école à 15 ans, il n'aurait jamais été pris dans aucune entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'il a créé l'Empire Virgin. Et donc maintenant, il va dans l'espace. Et il admet qu'il ne comprend pas tout dans ses conseils d'administration. Il y a beaucoup de concepts qu'il ne comprend pas si on ne lui traduit pas en images. Parce que les personnes dyslexiques ont une pensée beaucoup en images, à une vitesse extrêmement rapide. Et donc, ça fait penser à Albert Einstein, qui était probablement dyslexique, qui disait « je pense, mais je n'arrive pas à le traduire en mots. J'ai le plus grand mal à traduire mes pensées, ce que je vois en physique, en mots. » Voilà, Léonard de Vinci aussi, des chercheurs italiens. Un beau panel d'exemples. Voilà, ont démontré qu'il était à 90% dyslexique. Voilà. Marine, on se rapproche déjà de la fin de cet entretien. J'ai une dernière question néanmoins. Quel conseil donneriez-vous à un manager qui doute face à une décision difficile ? Déjà, je le féliciterais parce que c'est tout à fait normal de douter. On rencontre beaucoup de situations de dilemme en entreprise, c'est-à-dire le choix, dans les deux cas, ne va pas être bon. Ne va pas être satisfaisant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à un manager qui doute ? Alors, si on est son chef, déjà, on ne prend pas la décision à sa place. On le rassure sur le fait que douter est en fait, est une qualité. Il ne faut pas trop faire d'excès de confiance dans la décision. Et la deuxième chose, c'est ensuite à quoi je vais me raccrocher quand la décision va être mauvaise. Sur quoi je peux m'appuyer. Donc on a dit avec corps, émotion, raison, très bien. On va regarder le contexte et puis ensuite on va on va s'attacher à décider selon ses valeurs à soi, ses propres valeurs en tant qu'être humain. C'est-à-dire on va s'aligner avec sa prise de décision. Donc si pour nous ce qui est important c'est la solidarité, l'esprit d'équipe ou l'innovation ou la prise de risque ou le courage, la décision ne va pas être la même selon le manager, mais elle va être incarnée, elle va être portée et elle va être certainement comprise parce que le manager a tout intérêt à dire mes valeurs c'est ça, je décide comme ça, c'est ça qui est important pour moi, c'est là où je veux emmener mon équipe, mon département, mon entreprise. Et donc un manager et tout décideur doit assumer la subjectivité de la décision. Il n'y a pas de décision parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a pas de décision que tout le monde prendrait. Ce serait horrible parce qu'en plus, personne ne pourrait créer de valeur s'il y avait une décision. Voilà. Et c'est dans la subjectivité de la décision qu'on va d'abord trouver l'humanité de la décision. Elle va être incarnée, elle va être portée. Il faut juste assumer cette part de subjectivité. Toute décision est subjective. Quand vous choisissez vos invités, c'est subjectif. Quand j'écris un livre sur un sujet, il y a une part de subjectivité et il faut juste l'assumer et en parler.
Voilà. Merci beaucoup, Marine. Ce sera Merci, un Alix. chouette mot de la fin. Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci encore. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.